Alors, on fait aussi bien sûr une analyse histologique, un tube part donc en anatomopathologie pour retrouver des cellules, pour d'une part doser et voir le type de cellules qui sont dedans, dans la plèvre, et c'est très important, et voir s'il y a des cellules anormales. Alors, qu'est-ce que l'on recherche? L'anatomopathologiste va vous faire un comptage du type de cellules, et ceci va vous orienter vers la cause de cette pleurésie. Il va vous noter les lymphocytes, les éosinophiles, les polynucléaires altérés ou non, et puis bien sûr rechercher des cellules anormales. Alors, on va définir à partir de là des pleurésies selon la cytologie que vous allez avoir. Alors, on va définir qu'une pleurésie lymphocytaire, et c'est très important que vous en souveniez parce que très souvent on voit arriver des collègues qui viennent vous voir en disant c'est un liquide lymphocytaire, il y avait 15% de lymphocytes. 15% de lymphocytes, ce n'est pas un liquide lymphocytaire. Donc il faut vraiment connaître la définition. Et vous allez voir que malheureusement, la mémoire perd un petit peu ses repères. Lymphocytaire, plus de 75%. Les pleurésies éosinophiles, plus de 10%. Polynucléaires altérés, bon, bah ça, il y en a. C'est pas 2-3 polynucléaires qui se promènent, il y en a généralement plus ou moins. C'est soit un liquide franchement purulent, soit puriforme. Et puis vous allez avoir des cellules qui peuvent se promener dedans et qui sont normales. On peut avoir une desquamation lymphocyte des cellules mésothéliales, c'est-à-dire du tapis qui recouvre la plèvre. C'est possible. Quand vous en avez beaucoup et qu'elles ont des aspects un peu dystrophiques, c'est vrai que ça peut évoquer les mésothéliomes, mais c'est très difficile sur une simple cytologie de l'affirmer. Il faut savoir qu'il y a certaines réactions inflammatoires qui peuvent se traduire par une forte réaction mésothéliale, notamment un infarctus du poumon. Lorsque vous avez un infarctus qui vient faire un infarctus pulmonaire qui est donc tout au contact de la paroi, vous avez souvent une pleurésie qui est juste au contact et qui se fait par réaction, et cette pleurésie est souvent pleine de cellules mésothéliales, ou les traumatismes peuvent donner ça. Et puis bien sûr, vous recherchez les cellules anormales, ce sont les cellules cancéreuses. Et aujourd'hui, grâce aux techniques que l'on a d'immunohistochimie, on fait très peu d'erreurs. Maintenant, on peut avoir quasi-certitude que sur une cytologie par des cytologistes entraînés et avec des marquages histochimiques, on peut vraiment avoir la traduction des cellules cancéreuses. Troisième élément, vous en envoyez un tube, bien sûr, en bactériologie. Donc vous voyez que vous avez 3 tubes que vous devez remplir: bactériologie, biochimie et histologie. Bactériologie, vous allez faire des recherches à la fois de bactériologie standard et puis de recherche de bactériologie particulière, notamment de bacilles tuberculeux, qui nécessitent des milieux spécifiques. Et puis, vous pouvez faire des recherches d'antigènes solubles qui sont passés dans le liquide pleural, notamment dans les pleurésies à pneumocoque, par exemple. Et puis parfois, vous êtes obligé d'avoir recours, ça c'était la simple ponction. Donc vous voyez, tout ce chapitre était relatif à la thoracynthèse, à ce qu'on appelle la ponction pleurale. Vous voyez que cette ponction pleurale est un élément vraiment essentiel de l'exploration d'une pleurésie. Alors, les biopsies pleurales sont aujourd'hui, elles peuvent être faites encore à l'aiguille. Là, c'est une anesthésie. Lorsque vous avez un épanchement suffisamment abondant, vous pouvez faire ça à l'aiguille. Je veux dire que l'aisance qu'ont les pneumologues à faire des biopsies à l'aiguille est en train de se tarir avec les générations au profit des biopsies chirurgicales qui effectivement sont aujourd'hui préférées parce qu'elles vous permettent un abord sous anesthésie avec une petite optique, et on fait vraiment des biopsies non plus à l'aveugle mais guidées. Je veux dire qu'on fait de moins en moins de biopsies à l'aiguille. Alors les explorations des pleurésies, eh bien vous avez compris, ce sont des explorations qui vont concerner non seulement le poumon, mais aussi les organes qui sont adjacents au poumon, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, vous témoignez qu'il y avait une réaction pleurale qui pouvait être due à des lésions qui étaient notamment sous-diaphragmatiques. Sous-diaphragmatiques avec tous les organes qui sont dedans, le foie, le pancréas, le rein, peut donner. Alors, et même plus loin. Donc dans les explorations pulmonaires, eh bien, généralement, en fonction de l'orientation, on sera amené à faire des fibroscopies bronchiques, bien sûr des scanners,
bien sûr des recherches de bacilles tuberculeux. Il y a marqué BX, mais c'était relatif à, je ne sais pas, des fois c'est BK qu'il faut voir, c'est BK, c'est pas BX. Petite erreur. Tubage gastrique. Exploration de la région sous-diaphragmatique, parce que vous pouvez avoir effectivement des anomalies du pancréas, pancréatite, faux kyste du pancréas. Donc c'est là où le scanner abdominal est important. Kyste et abcès amibien, kyste de l'ovaire. Vous voyez que très loin, vous pouvez avoir des causes différentes en sous-diaphragmatique. Étiologie des principales causes des pleurésies. Alors on différencie. J'ai fait ici que les pleurésies à liquide clair. Les pleurésies hémorragiques, c'est autre chose. Généralement, c'est soit des traumatismes, soit des cancers. Les pleurésies purulentes, ça relève de la pathologie infectieuse. Là, ici, pleurésie à liquide clair, on vous demande de connaître un certain nombre de causes. Les transsudas, vous l'avez compris, ce sont des éléments qui ressemblent à des édèmes des jambes, si vous voulez, mais qui se traduisent comme dans la cite, eh bien, ça peut venir dans la plèvre. Et vous avez tout ce qui est à la fois des taux de protides bas ou des hyperpressions. Et là, vous retrouvez l'insuffisance cardiaque qui va entraîner un transsudat avec des taux de protides bas, comme on l'a vu tout à l'heure. Les cirrhoses, les anasarques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, où il y a des taux d'albumine qui sont très bas, et donc une pression oncotique à l'intérieur à la fois de la plèvre et puis du sang qui est trop basse et qui n'arrive pas à retenir l'eau, et de ce fait-là, ça passe dans la plèvre. Le syndrome de Desmodes-Meggs est classiquement, vous êtes appris, c'est en fait, on ne connaît pas de mécanisme, mais ça donne des transsudas, parfois des tumeurs de l'ovaire ou tumeurs de l'utérus, qui peuvent être d'ailleurs bénignes, lorsqu'elles sont volumineuses, peuvent se traduire par un épanchement pleural, qui est un type de transsudat. Je veux dire qu'en quelques années maintenant de pratique pneumologique, je n'ai, je crois, jamais vu un syndrome de Desmodes-Meggs, donc je vous le donne, mais je pense que c'est pas d'une grande fréquence. Les exsudats, ça traduit toutes les autres pathologies inflammatoires ou infectieuses ou tumorales. Et vous avez, je vous rappelle, un des trois critères qui sont le taux de protide supérieur à 50% par rapport au taux de protide sérique, LDH pleural par rapport à LDH du sérum supérieur à 60% ou LDH de la plèvre supérieur à 2 tiers des valeurs normales. Enfin, généralement, vous devez faire un dosage du sang dans le sang et dans la plèvre. Principale cause, je vous ai donné quelques causes habituelles. Quand vous voyez une personne jeune qui vient avec un épanchement pleural qui est un exsudat, la première cause, 25 ans, un épanchement pleural, embolie pulmonaire. C'est la première cause. Et puis lorsque vous voyez au contraire quelqu'un qui a une certaine maturité, disons, qui fume comme un pompier et qui arrive avec un exsudat, malheureusement la première cause, ça sera malheureusement le cancer. Vous voyez, donc des choses assez évidentes. Donc vous retrouvez, il y a quelques années, effectivement, quand vous avez un certain nombre de populations exposées, on pense à la tuberculose. Vous voyez, vous retrouvez les grandes causes, tuberculose, cancer, embolie pulmonaire. Et puis toutes les maladies inflammatoires, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, etc. peuvent donner ces épanchements. Et puis les causes sous-diaphragmatiques auxquelles je tiens beaucoup parce que vous les oubliez très souvent, pancréatite, abcès sous-phrénique, rein, etc., cancer du rein. Donc là, vous avez quelques exemples. On peut vous demander de définir ce que c'est qu'un transsudat ou un exsudat et donner quelques causes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir sur cet aspect pleurésie, la sémiologie classique avec la sémiologie intégrant la clinique et la radiographie, vous êtes souvent demandé. Ce que vous est demandé aussi, c'est la thoracynthèse. Qu'est-ce que vous apporte la thoracynthèse? Comment vous la faites? Technique de réalisation, les examens qui sont demandés et qu'est-ce que vous allez en tirer comme conséquence et toutes les causes qui ont été revues. Et retenir la définition d'un exsudat et d'un transsudat, retenir la définition d'une pleurésie dite lymphocytaire, d'une pleurésie à éosinophile, plus de 10%, très souvent on n'a pas, ce sont des chiffres qui sont importants parce qu'ils vont orienter complètement vos recherches.